Sénèque, section d'assaut, Sénèque d'assaut, ça va aussi. Hein. Ça, c'est pas un philosophe qui l'a dit. Je n'ai rien à dire à ça, en fait, à part que ça renseigne sur l'orgueil de celui qui parle. Ou alors sur son sens de l'humour, j'en sais rien. Je sais pas si c'est de la dérision ou si le type est sérieux quand il le dit. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas très intéressant. Je ne sais pas du tout qui a dit ça. Ce que je sais, en revanche, c'est que c'est une phrase infiniment triste. Parce que celui qui considère que l'espoir l'empêche de mourir est celui qui confesse, par définition, que s'il n'avait pas l'espoir, il mourrait. Qu'autrement dit, il n'a pas d'espoir. C'est comme ces gens qui vous disent « Moi je crois en Dieu parce que si Dieu n'existe pas, ma vie n'a aucun sens », ce qui est une façon de dire que sa vie n'a aucun sens, puisque le seul motif qu'il se donne de croire en Dieu, c'est son propre confort, c'est son propre sommeil. Ça, c'est Mandela ou c'est Gandhi, ou Jean-Paul II, ou c'est enfin quelque chose comme ça. C'est un truisme, hein. C'est un lieu commun, alors il est très bon de le penser. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, évidemment, c'est que la haine se porte sur autre chose, alors que l'amour se protège lui-même. Donc il y a une dissymétrie dans cette équivalence. La phrase est vraiment intéressante. La phrase est intéressante, mais elle est fausse. Il y a des tas de haines qui s'abstiennent de passer à l'acte et qui, au contraire, sont totalement nourricières. La façon dont la haine fausse notre regard sur le monde est un motif littéraire très intéressant, et en cela, on pourrait dire, paradoxalement, que la haine est créatrice. Si c'était pas le cas, il n'y aurait pas eu tant de romanciers pour se pencher sur son cas. Cette phrase-là sent le paradoxe socratique traditionnel selon lequel nous ne savons qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait rien, reprise et remixée. Du coup, je vais revenir en amont à la phrase elle-même de Socrate, c'est-à-dire « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Dans la perspective ouverte par Platon, vous avez les ignorants et puis vous avez les savants. Les ignorants sont tellement ignorants qu'ils ignorent qu'ils ignorent. Tandis qu'un savant est tellement savant qu'il sait qu'il sait. Et sachant qu'il sait, il n'a pas besoin d'apprendre non plus. Donc l'ignorant comme le savant ont en partage de n'avoir pas besoin d'apprendre, de la même façon que les animaux et les dieux n'ont pas besoin d'apprendre. Et il y a cet être des intervalles, dont Socrate est la figure par excellence, qu'on appelle l'homme. Il en sait assez pour savoir la connaissance qu'il recherche, et il en sait suffisamment peu pour se mettre en chemin. C'est une tâche dont il faut penser qu'on ne l'accomplira jamais complètement. Oui. À ce compte-là, c'est facile d'avoir raison tout le temps, si vous voulez. On peut aussi dire que, je sais pas, moi, on est tous humains, on doit tous s'aimer, on doit tous se sentir responsables. Enfin, c'est pas de la... On fait de la politique, là, c'est de la langue de bois, ça veut rien dire, en fait. Bizarrement, ça pourrait être une phrase d'Albert Camus. J'ai envie de penser que ça n'est pas de lui, mais je me trompe peut-être. Non. Tout homme n'est pas un criminel qui s'ignore. Il y a aussi des gens qui ne sont pas des criminels. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'elle pointe la proximité d'une extrême violence, au fond, des individus qui, peut-être comme vous et moi, n'ont aucune idée d'être un jour des assassins, peuvent découvrir à l'occasion de telle ou telle tragédie, telle ou telle catastrophe, un tempérament de criminel, c'est-à-dire se découvrent en eux-mêmes des abîmes qu'ils ne soupçonnaient pas tant que l'existence ne leur imposait pas d'y mettre les yeux ou les mains. Et en ce sens, on peut dire qu'effectivement tout homme est un criminel qui s'ignore, reste que il se peut très bien aussi que l'on traverse l'existence sans être sommé de passer à l'acte ou bien de se poser une telle question, auquel cas c'est une ignorance qui recouvre peut-être un néant. Ah, c'est du hip-hop. On pourrait dire exactement l'inverse si vous voulez. D'abord, les sages. Celui qui se désigne lui-même comme sage, c'est comme celui qui se désigne lui-même comme philosophe, c'est pas un sage, c'est un pitre. Et enfin, celui qui écoute et qui rit pendant que les idiots parlent, c'est aussi celui qui accueille d'un rire goguenard et par un silence obstiné une parole qu'on essaie de lui faire entendre et qu'il n'a pas envie d'entendre, à laquelle il a choisi de tourner le dos. Donc on peut tout à fait inverser les rôles. Et deuxièmement, l'idiot. L'idiot, c'est pas l'imbécile. L'idiot, en grec, c'est le simple. C'est celui qui est capable de simplicité. Or, rien n'est plus difficile que la simplicité. L'idiot, c'est aussi celui qui, à l'intérieur de questions alambiquées, dans des débats alambiqués, etc., ramène les choses à l'essentiel et pose les bonnes questions. L'idiot, c'est jamais l'imbécile, ou très rarement. L'idiot n'est un imbécile qu'aux yeux des gens qui pensent qu'ils sont sages. Or, ce sont eux les imbéciles. Ce qui est intéressant dans cette phrase, si vous voulez, qui est vraiment une
plate comme un trottoir de rue, c'est que on est presque tenté de la prendre presque en deçà du premier degré, c'est-à-dire considérer qu'au fond c'est presque une affaire physique. On tombe de plus haut quand on mesure 2 mètres. C'est presque comme ça que j'ai envie de l'entendre, tellement cette phrase n'a, à mon avis, aucun intérêt. Ça pourrait être Confucius ou Sénèque. L'idée, c'est que, prenons les stoïciens, c'est-à-dire Sénèque, ou Marc Aurèle, ou Épictète. L'idée, c'est que la liberté, pour les stoïciens, commence à l'instant où l'on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi. Les stoïciens prenaient l'exemple, par exemple, du climat. Si vous subordonnez votre humeur au climat qu'il fait, vous dépendez de quelque chose qui ne dépend pas de vous. Soumettre son humeur à ce qui ne dépend pas de soi, c'est s'exposer à tous les vents, et c'est se promettre une vie de malheur et de chagrin. Je me souviens d'un texte d'MC Solar, il disait « L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur, l'essentiel est d'être à la hauteur ». Bon, ça pourrait être du MC Solar, c'est peut-être pas lui. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette est une phrase qui se donne un air un peu canaille, qui se donne un air un peu dévergondé, un peu cynique. Genre, et quand même, il faut quand même gagner de quoi remplir son assiette. C'est une phrase dont le défaut est, à mon avis, de mettre en avant la subsistance, la survie aux dépens de la construction d'une vie. Alors, c'est un point de vue qui est infiniment respectable quand on n'a pas, effectivement, de quoi manger, sauf que je doute que ce soit le cas de la personne qui a dit cette phrase. Pardonnez-moi, mais cette phrase est de Spinoza et elle n'est pas de Spinoza. Spinoza dit « Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, c'est parce qu'on la désire qu'elle est bonne », à quoi on peut lui faire l'objection suivante, évidente, qui est que « si je désire de l'héroïne, si je désire du tabac, est-ce que cette chose-là est bonne puisque je la désire ?» C'est là que l'éthique de Spinoza est un livre prodigieux, fabuleux, extraordinaire, parce qu'il nous apprend à sculpter notre propre désir, à travailler notre propre désir. Comment faire en sorte que le désir qui me porte ne soit pas le désir de ce qui me nuit? Comment faire en sorte que mon désir ne soit pas l'expression du manque, mais l'expression de l'excès? Je ne sais pas qui a dit ça, mais on peut lui répondre ce que Montaigne enseigne à la toute fin des essais dans le chapitre sur l'expérience, qui est que si haut que soit assis un roi, il n'est jamais assis que sur son cul. Et donc en l'occurrence, si ce sont tes genoux qui m'accueillent quand je m'assois sur le trône, ça veut juste dire que je vais poser mon cul sur toi.